La raison pour laquelle je suis devenu CEO d'Euronext, c'est parce que personne voulait le job. Le CEO a démissionné 6 mois après l'IPO, ce qui est extrêmement rare. C'est finalement la plus grosse place de marché d'actions en Europe. Indiscutablement. Okay. On a un afflux d'investissements étrangers vers l'Europe depuis 2024, parce que les gens trouvent que finalement, l'Europe, par rapport aux performances des entreprises, c'est pas trop cher. On appelle ça une bulle quand ça a explosé. Que quand on constate les volumes d'argent qui ont été investis dans l'IA, il faut pas mélanger le fait que tout le monde va utiliser de l'IA et le fait que tout le monde va gagner de l'argent avec l'IA. L'idée de cet épisode, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne. On a créé un marché, donc il faut comprendre qu'il est en volume quotidien 2,5 fois plus important que Londres. La meilleure manière d'optimiser son rendement de son épargne, c'est C'est parti pour cet épisode de La Martingale avec un invité de prestige. Stéphane, merci de me donner de ton temps pour venir sur mon super podcast. Je suis ravi quand même. Quand j'ai commencé La Martingale, je me disais que j'aurais un jour le président d'Euronext quand même, et CEO d'ailleurs d'Euronext. Alors on dit président et directeur général, c'est ça en français, non? Non, enfin c'est une gouvernance à 2 étages, donc ouais. Je suis directeur général, c'est la traduction de CEO, et président du directoire. D'accord. C'est-à-dire c'est la direction du managing board. Très bien. Je ne suis pas président à la française ou président du conseil d'administration et directeur général. Le directeur général est président du directoire, c'est-à-dire du groupe qui gère la compagnie. D'accord. Alors ça c'est vrai que j'essaie de le rappeler à chaque fois parce on va avoir certains qui vont être alors président du directoire et président du conseil de surveillance, c'est la même chose? Non, c'est ça. Hein. Dans le système de gouvernance unifié à la française, comme on disait autrefois, il y a un conseil d'administration avec un président du conseil d'administration qui est parfois président et directeur général. C'est le fameux PDG. Ouais. Et puis dans le monde du nord de l'Europe, ou germanique en tout cas, et en tout cas aux Pays-Bas, vous avez un groupe de gens qui gèrent la société, c'est le directoire, ouais. Et puis des gens qui représentent les actionnaires et les parties prenantes, c'est le conseil de surveillance. Okay. Et donc le président du conseil de surveillance dans mon entreprise s'appelle Piero Novelli, il préside un groupe de 10 personnes qui sont les membres du conseil de surveillance, mais le groupe qui gère la société, eh bien, ce sont les gens du directoire, du comité exécutif avec moi, et c'est nous qui essayons de définir la stratégie et surtout qui exécutons la stratégie, qui gérons les opérations. Oui, c'est l'opérationnel, quoi, oui. versus des gens qui vont un peu... et la stratégie. C'est les opérationnels et la stratégie, mais c'est la différence entre faire et surveiller. C'est la différence entre gérer l'entreprise et représenter les parties prenantes, au premier rang desquelles les actionnaires, pour s'assurer que la gouvernance, les grands choix stratégiques soient cohérents avec les intérêts des actionnaires. En tout cas, c'est hyper important pour moi que tu sois là, vraiment, et je le dis sans aucune flagornerie, parce qu'on va expliquer des choses un petit peu comme celle-ci, mais potentiellement plus précises et qui te concernent beaucoup plus au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'on va parler... pas mal de tuyauterie. Alors je préviens évidemment, et tu vas me dire si j'ai tort, tous les gens qui nous écoutent, mais que toi t'es pas là pour donner des conseils en investissement, ça on le sait bien. Euronext est une place de marché, c'est un marché, comme on avait une criée dans un port par exemple, et puis il va y avoir plusieurs bateaux qui vont venir avec plusieurs sortes de poissons. Le patron de la criée, il a pas à dire je préfère que tu prennes les maquereaux de chez Duchemol ou les saumons de chez le Carpentier, quoi. Si tant est que le Carpentier soit poissonnier, ce qui est pas forcément évident. L'idée aujourd'hui, c'est plus de comprendre ce qu'est Euronext, comment ça fonctionne, quelle différence y a-t-il avec d'autres marchés américains ou dans le reste du monde, qui sont tes concurrents, quels sont les avantages et les inconvénients d'Euronext, comment se portent les sociétés qui viennent chez Euronext dans leur ensemble versus potentiellement d'autres marchés. Euronext, alors évidemment, ce sont des marchés, c'est réglementé, il y a des tas de choses, mais comme une entreprise est réglementée, mais vous n'êtes pas un marché qui appartient à l'État. C'est pas une entreprise publique. Ah non. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche un peu et qu'on creuse un peu Euronext, j'avais enregistré avec quelqu'un avec qui tu travailles, qui est Delphine Damarzit, Damarzit, pardon, il y a quelques années. C'est qu'on découvre en creusant tout ça, c'était en 2023, c'est que Euronext est désormais en plus coté sur Euronext et une des entreprises du CAC 40. Ce qui fait un peu Inception, mais c'est ça qu'il va falloir dérouler comme fil là aujourd'hui, parce que tu représentes aussi aujourd'hui une entreprise dans laquelle on peut investir, et ça c'est aussi intéressant. Est-ce que tu peux juste me rappeler, alors
toi, tu viens en plus pas du tout de cet univers, je crois. Tu es de l'univers associatif, entre autres. Plusieurs choses dans la vie. J'étais banquier avant de devenir CEO d'Euronext. Je dirigeais les opérations pour l'Europe continentale de Santander Global Banking and Markets. Donc, j'étais dirigeant d'une banque européenne, qui est maintenant d'ailleurs la plus grande banque du continent européen. Avant, j'ai fait effectivement d'autres choses. J'ai été pendant 2 ans et demi au cabinet de Dominique Strauss-Kahn quand il était ministre des Finances dans le gouvernement de la gauche plurielle de Lionel Jospin. Quand nos déficits étaient à 3% et la dette à 60% du PIB. Et puis, j'ai commencé ma vie professionnelle comme avocat d'affaires. C'était ça mon premier métier. Donc, j'ai vu un passage à SOS Racisme aussi, oui, non? Ça, il se trouve que, par ailleurs, à côté de ma vie de cadre du privé pour nourrir ma famille, même si j'ai fait une incursion pendant presque 2 ans et demi dans le cabinet de Dominique Strauss-Kahn au moment où la gauche plurielle gouvernait le pays. Quand j'étais étudiant, j'étais effectivement militant associatif. J'étais l'un des cofondateurs de SOS Racisme. D'accord. On était 5 avec Harlem Désir et quelques autres et Julien Drey. Et on a mené cette aventure dans un contexte qui nous emmènerait très loin, qui était on va pas revenir l'universalisme de la lutte antiraciste, qui est très différente du découpage en tranches fines du communautarisme quotidien actuel. Mais c'est des choses qui n'ont rien à voir avec Euronext. C'est marrant parce qu'en effet, ça peut paraître assez loin finalement dans un marché très financier, très libéral de ces idées. Oui, enfin c'est pas très loin. On est un continent puissant, c'est un continent qui est prospère, et un continent qui est prospère, c'est un continent qui gère avec intelligence la cohésion du groupe. Vous savez, c'est assez simple. Dans les pays développés, vous avez des talents qui sont répartis de manière homogène. Partout, il y a des gens intelligents et des gens moins brillants. Ils sont répartis dans toutes les familles de tout le monde. Et puis, de l'autre côté, il y a les opportunités. Et donc, il faut bien un peu d'action politique pour rapprocher les talents des opportunités et rapprocher les opportunités des talents. Parce que si les opportunités sont gérées par les mêmes, vous avez des fins de race qui se reproduisent et en fait, les boîtes deviennent de moins en moins efficaces, les organisations deviennent de moins en moins efficaces, de moins en moins méritocratiques, et le groupe finit par s'appauvrir, le groupe, la société. L'ensemble collapse. Et donc, ce qu'il faut... Et vous avez des talents qui sont perdus, comme c'est arrivé, par exemple, pendant des centaines de générations avec les femmes, puisque la moitié de l'humanité a été perdue pour le progrès humain, puisqu'elles n'avaient pas accès. Mais au-delà des femmes et des hommes, vous avez ce qui est bien, ce qui est efficace, c'est que les gens doués, malins, travailleurs. Voilà. Moi, mon père était ouvrier et ma mère institutrice. Maintenant, je gère Euronext parce que des gens dans le système éducatif des années 70-80, trouvaient que c'était pas mal que des gamins travailleurs et futés fils d'ouvriers puissent avoir accès à des études supérieures. Pour revenir à Euronext, la raison pour laquelle je suis devenu directeur général ou CEO d'Euronext, pour parler en anglais, c'est parce que personne voulait le job. Non, mais c'est la vérité. L'histoire de l'entreprise, elle est très particulière. C'est une idée géniale inventée en 2000 dans les périodes de la mondialisation heureuse, quand la Russie était dans le G8, quand on discutait du calendrier d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, quand on venait de faire l'euro, quand la Chine allait adhérer totalement à un autre monde mondial du commerce, quand vraiment... il y a que l'Iran qui n'était pas encore sur la carte, mais pas toujours pas sur la carte. Bill Clinton était en train de négocier avec les Canadiens et les Mexicains l'hypothèse d'une monnaie unique entre les trois pays, etc. C'était un autre monde. Ils ont créé cette idée prodigieuse qui est une pool de liquidité unique, un marché intégré unique, une plateforme technologique unique. Et puis ce groupe a très bien fonctionné, a fait plein de choses intelligentes, il a fait quelques erreurs. Et la principale erreur qu'il a faite, c'est de fusionner avec le New York Stock Exchange en 2007. Et là, ça a été une catastrophe. Le groupe s'est effondré entre 2007 et 2013. En 2013, il a été racheté par un autre groupe américain qui a décidé de garder les bons actifs, c'est-à-dire le New York Stock Exchange, le marché des dérivés à Londres, le LIFE, et de bazarder complètement les actifs européens. Bon, vous commencez peut-être à le savoir, mais les grandes fortunes et les institutionnels surperforment parce qu'ils investissent une grande partie de leur fortune dans le private equity. Et si on en parle autant avec mon partenaire Fondora, c'est parce qu'ils font partie des meilleurs sur le sujet.
Avec leur nouvelle offre Deal by Deal, ils vous donnent accès à des sociétés late stage, donc déjà assez grosses, dans ce qu'on appelle du pré-IPO, juste avant l'introduction en bourse. On parle de sociétés qui sont souvent valorisées des milliards de dollars et que vous connaissez probablement très bien. Il y a du Revolut, il y a du Mistral AI ou encore des sociétés comme Stripe. Ce sont des opportunités qui sont habituellement réservées à des institutionnels et qu'on trouve jamais pour des particuliers dans des plateformes traditionnelles. Sauf que là, c'est vous qui choisissez. C'est plus le fonds qui va choisir où il met ses allocations. Vous pouvez y aller opportunité par opportunité selon là où vous pensez qu'il faut investir pour l'avenir. Opération par opération. La force de Fondora, c'est d'allier la performance des institutionnels à une simplicité totale et 100% digitale pour piloter votre stratégie d'investissement. Alors rendez-vous maintenant sur fondora.fr, c'est Fundora.fr, et sachez que les investissements en private equity comportent des risques de perte totale ou partielle de votre capital et une liquidité qui est limitée. Je voudrais sincèrement remercier Fondora pour leur soutien et on retourne à l'épisode. Donc le NYSE, le New York Stock Exchange, qui est différent du Nasdaq, juste pour comprendre. Oui, différent du Nasdaq. D'accord, on y reviendra après. À New York, vous avez deux grosses plateformes, le New York Stock Exchange et le Nasdaq. Et donc, à un moment, c'était la même chose avec la Bourse de Paris. À un moment, Euronext s'appelait NYSE Euronext. Oui, c'est ça. Et en 2000, ce qui avait été créé, c'est la fusion de la Bourse d'Amsterdam, Bruxelles et Paris, rejointe assez rapidement par Lisbonne. Mais ces quatre plateformes, lorsqu'elles ont fusionné avec le New York Stock Exchange, ont été peu à peu délaissées. L'ensemble du groupe a vu sa profitabilité s'effondrer. Et en 2013, un groupe qui s'appelle ICE, qui est Intercontinental Exchange, qui n'a rien à voir avec la police de l'immigration américaine, mais qui s'appelle ICE, a pris le contrôle de l'entité combinée. Il a gardé les bons actifs. Il a choisi les cerises, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il a il a gardé le New York Stock Exchange, il a gardé le marché des dérivés à Londres qui s'appelait le LIFE et qui avait été acquis par Euronext. Et il a décidé de se débarrasser des actifs européens qui étaient donc les quatre bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne. Les branches pourries. Les branches pourries, le deadwood, le bois mort, ce que vous voulez. Et comme ils n'arrivaient pas à le vendre, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle une fire IPO, une introduction en bourse désespérée, et ils ont introduit la société pour un peu moins d'1,4 milliard. Comment on appelle ça, une? Fire IPO. Fire en feu. Fire IPO. Ok, d'accord. Une IPO de désespérée quand on bazarde le truc, et ils l'ont vendu pour 1,4 milliard. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'était en juin 2014. Aujourd'hui, on est en juillet 2026 et la société vaut un peu plus de 15 milliards. J'allais le dire, au moment où nous parlons. Donc, on a fait un peu plus de fois 10 en 11 ans. Mais au moment où cette société est entrée en bourse, tous les usual suspects, tous les gens qui courent derrière les gros jobs, personne n'était candidat parce que le regard que tout le monde portait sur l'entreprise en 2014, c'est que c'était plutôt, si on est poli, on dit que on regardait l'entreprise avec scepticisme, et si on est clinique, on dirait plutôt que c'était un crevard. Et donc l'entreprise a été mise en bourse pour 1,4 milliard. Le CEO a démissionné 6 mois après l'IPO, ce qui est extrêmement rare, c'est dire le niveau de confiance qu'il y avait dans le projet, et ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un de bien. Et donc, moi à l'époque, je dirigeais Santander pour l'Europe continentale, on m'a proposé le job, on m'a dit, et tout le monde m'a découragé, parce que il y avait plein de problèmes qui s'accumulaient. Celui qui n'était pas encore visible et qui était le plus grave, c'est que dans la première année, dans les quelques semaines qui ont suivi mon arrivée, Deutsche Börse a annoncé sa fusion avec London Stock Exchange Group. Donc ça faisait même pas 3 mois que j'étais là quand on a vu arriver la perspective de création d'une Godzilla Company en Europe. Et donc c'était vraiment l'année 2016 était horrible mais progressivement on a amélioré la performance opérationnelle, la marge d'EBITDA qui était autour de 30-35%, ce qui est beaucoup en absolu, mais qui pour un secteur d'infrastructure n'est pas exceptionnel, est passé jusqu'à une période très récente, les derniers comptes qu'on a publiés, autour de 65%. On a quasiment doublé la marge d'EBITDA. On a fait des grosses acquisitions régulièrement. On a transformé la société géographiquement, on y reviendra peut-être, mais on est passé de 4 bourses historiquement à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne. Mais en 2018, nous avons acheté la bourse de Dublin. En 2019, nous avons acheté la bourse d'Oslo. En 2020, nous avons acheté une bourse d'électricité dans la région nordique. En 2021, nous avons acheté la bourse d'Athènes. Et là, l'année dernière, en 25, j'ai dit la bourse de Milan, pardon. Et en 2025, on a conclu l'acquisition de la bourse d'Athènes. Donc le groupe a beaucoup cru
Et non seulement il a maintenant une capitalisation boursière d'à peu près 15 milliards d'euros, mais surtout, il a distribué pendant ces 10 ans, 11 ans, plus de 3 milliards de dividendes et de rachats d'actions. Je dis ça parce qu'il y a des boîtes qui font x10 en 10 ans, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Mais des boîtes qui font x10 en étant suffisamment profitables pour distribuer à leurs actionnaires 3 milliards de dividendes ou de rachats d'actions, il y en a beaucoup moins. Et surtout, ce que je ne connais pas, c'est des boîtes qui font x10, qui payent plus de 3 milliards de dividendes et qui n'ont fait aucune dépréciation d'actifs. Pour parler en termes non comptables, dont on constate qu'aucune des acquisitions qu'ils ont faites est une mauvaise affaire, ou aucune des acquisitions n'a été surpayée. Parce que parfois c'est un peu la fuite en avant. On achète, on dit j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. À la fin, on se dit la traduction comptable, c'est ce qu'on appelle la dépréciation d'actifs. C'est qu'un juge de paix, les commissaires aux comptes passent en disant l'écart entre ce que tu avais dit qu'était la valeur de ce que tu as payé et ce que la performance de l'actif que tu as acheté est suffisamment telle qu'il faut constater qu'une partie de la valeur qui est dans tes comptes n'existe plus puisque tu n'as pas réalisé la valeur que tu avais dit que tu réaliserais. Et cette dépréciation d'actifs n'a jamais eu lieu chez Euronext. Toutes les affaires que nous avons faites ont été des bonnes affaires, puisqu'on n'a jamais déprécié un actif, on n'a jamais fait de ce qu'on appelle en anglais de un impairment, on a payé 3 milliards de dividendes et on a multiplié par 10 la valeur. Donc l'entreprise Euronext en tant qu'entreprise a été profondément retournée, transformée. On est passé par une phase de survivant à une phase de conquérant, et maintenant une entreprise qui reste certes plus modeste que celle de nos gros concurrents. Pour vous donner un ordre de grandeur, si Euronext vaut 15 milliards d'euros en capitalisation boursière, Deutsche Börse en vaut à peu près 45. Okay. Et le London 45 milliards d'euros, et le London Stock Exchange vaut à peu près 40 milliards d'euros. Donc, et ils n'ont pas fusionné finalement alors? Non, ils n'ont pas réussi à fonctionner parce qu'on a travaillé dur pour faire dérailler cette fusion. Moi, considérant qu'il y avait un risque existentiel, il y avait beaucoup de gens, comme ça arrive à Paris. De toute façon, à Paris, il y a toujours deux groupes de gens. Il y a les gens on peut en parler puisqu'il y a 2 grands films au cinéma qui parlent de ces sujets. Vous avez des gens qui disent mais non, on va pas se laisser faire, on n'est pas là pour subir, on va résister. Et puis il y avait des gens qui disent quand même les villes thermales du centre de la France, c'est sympa. Et donc il y avait des gens qui me disaient mais écoute Stéphane, tu viens d'arriver, accompagne plutôt ce mouvement historique inéluctable qu'est la fusion de Deutsche Börse avec London Stock Exchange, c'est les 2 plus grandes plateformes, etc. Et nous avons décidé, enfin surtout moi, qu'on n'était pas né pour subir et qu'on allait faire dérailler cette transaction. Et donc, on l'a fait dérailler avec d'autres. On a été aidé aussi au mois de juin 2016 par le Brexit, puisque Londres avait décidé de sortir de l'Europe. Oui, enfin, c'est-à-dire que Londres, qui était la principale place financière de l'Union européenne, a décidé de devenir la principale place financière du Royaume-Uni. Est-ce que ces 2 concurrents ont aussi plus que triplé ou alors décuplé de valeur, pardon? Non. Le retour total pour les actionnaires, le TSR, le Total Shareholder Return, est meilleur pour nous que pour les autres. Si on se place à juin 2014, il est vrai que London Stock Exchange Group a fait une acquisition énorme en achetant un groupe qui s'appelle Refinitiv, qui sont les anciens business de Thomson Reuters, dans lequel il y a toutes sortes d'actifs, des actifs très différents, certains de très grande qualité, d'autres de qualité un peu moins bonne. Il est vrai que là, ils rencontrent quelques difficultés parce que beaucoup de leurs actifs sont des activités de données de marché et qu'il y a un débat parmi les investisseurs sur le point de savoir si l'intelligence artificielle va aussi transformer les activités d'analyse de données. D'analyse de données. Et quant à Deutsche Börse, ils ont accumulé un certain nombre d'acquisitions assez intelligentes. Le groupe est assez important. La partie extrêmement marché boursière est restée en Allemagne, Francfort pour la bourse et aussi Francfort pour le marché des dérivés. Mais ils ont cru dans beaucoup d'autres activités. Donc, mais par contre, en termes de retour sur investissement, on est devant. Là, depuis le début de l'année, la croissance de l'action Euronext est de l'ordre de 15-16%. De mémoire, celle de Deutsche Börse est 2-3% de moins, donc autour de 13%. Et celle de London Stock Exchange Group depuis le début de l'année est flat. Alors j'aimerais qu'on vienne ensuite sur le métier, ce qu'il y a dedans et les marchés.
Parce que j'entends aussi, moi, en tant que sur mes autres podcasts, mes voyages en Europe, en Chine, aux États-Unis, des gens qui me disent qu'il faut se coter au Nasdaq, qu'il n'y a pas de sujet, etc. On va y venir à tout ça et tous les défis que tu as. Pour rester et finir sur Euronext en tant que tel, moi je pourrais me dire, mais en fait c'est super, mais ils ont déjà tout pris. Enfin, je veux dire de 1,4, c'est ça, à plus de 15 milliards de valo avec 3 milliards de dividendes au total. Donc l'année dernière, c'était combien par exemple? On a dû payer l'année dernière 250-300 millions. Ok. Je pourrais me dire finalement la valeur de tout ça, elle a déjà été prise. J'ai loupé le train. C'est plus une action ou une entreprise finalement. Tu vois, ce qui serait assez raisonnable de se dire. Est-ce qu'elle peut faire encore x2, x10, peut-être pas, x2 peut-être. Je sais pas. C'est compliqué. Moi, je gère l'entreprise jusqu'au mois d'août 2027, puisque c'est la fin de mon 3e mandat et après j'irai faire autre chose. Mais depuis que je suis arrivé, je suis entouré de gens sceptiques. Quand je suis arrivé, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu vas là-bas, t'es fou, ça va crever. Je dis, moi, je suis pas né pour avoir peur, je suis né pour agir. Quand on a fait des différentes acquisitions, notamment quand on a essayé de racheter la bourse d'Oslo, on était en concurrence contre le Nasdaq. Et les gens disaient, mais enfin, comment vous pouvez battre le Nasdaq sur une acquisition comme eux, ils sont déjà en Suède, en Finlande, au Danemark, comment vous voulez acheter la Norvège contre eux, etc. On avait d'excellents arguments rationnels, mais on rencontrait le même scepticisme. Chaque fois qu'on a fait un plan stratégique, on disait, ah oui, bof, vous êtes sûr? Et chaque fois, on bat les objectifs. On a la réputation d'être hyper conservateur. Moi, je crois que le seul actif d'une entreprise, surtout quand une entreprise est en recovery, c'est la crédibilité. Si les gens croient ce que vous dites, alors avec vos phrases, vous cassez le mur de cette pièce. Je suis d'accord. Si les gens arrêtent de croire à ce que vous dites, quand vous parlez, ça devient du bruit. Il n'y a rien. Vous devenez transparent. Ça, ou autre chose, ou demander un café crème, ou c'est pareil. Ça veut rien, ça ne sert à rien. La seule chose qui fait la différence entre les mots qui ont une certaine efficacité et les mots qui n'en ont aucune, c'est est-ce que les gens vous croient. Et la crédibilité, c'est quelque chose qui c'est comme pour faire un enfant, il faut une femme pendant 9 mois, vous pouvez pas y arriver autrement. C'est marrant parce que j'écrivais ce matin pour ma newsletter personnelle quelque chose sur la vérité et donc très lié à la crédibilité, quelque chose que je chéris par-dessus tout. Ce que je trouve fascinant dans ce que j'écrivais, c'est quand même que le dirigeant numéro 1 au monde n'est absolument plus crédible, quoi. Alors, dans de la politique, c'est pas forcément mais c'est quand même fou. C'est-à-dire que cette notion vole en éclats en ce moment, alors que intrinsèquement, on sait tous à quel point c'est important. Et ça, chacun son référentiel. Le lien entre ce que je viens de dire sur la crédibilité dans les affaires et le début de notre conversation sur l'engagement, c'est que moi, j'ai grandi inspiré par Mendes France, inspiré par Pascal Lamy, Nicole Notat et quelques autres comme ça, Dominique Strauss-Kahn, et c'est Michel Rocard, c'est cette idée que si on respecte les gens, on leur dit la vérité, et parce que si on veut qu'ils croient ce que vous dites, il faut leur dire la vérité, et que je ne pense pas que le cynisme ou cette supériorité, ce sentiment de supériorité ou de surplomb qui conduit à penser qu'on peut manipuler les gens en leur racontant n'importe quoi, a la moindre chance d'efficacité. Je pense que pas que le cynisme est une forme supérieure d'intelligence, ni que la sincérité est une forme de naïveté puérile. Mais on a créé avec ça, vous savez, aujourd'hui Euronext, ça fait à peu près entre 13 et 15, 16 milliards d'euros de transactions par jour. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc sur les actions qui sont achetées et vendues, tradées, le volume, c'est que des actions, il n'y a pas d'obligation sur Euronext. Si, il y a par ailleurs des obligations. Okay. Donc sur les actions, on en est là. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Francfort, c'est à peu près 4 milliards par jour sur les actions, et à Londres, c'est à peu près 4 à 5 milliards. 5 milliards. Donc c'est 3 fois plus. C'est né entre 2 et 3 fois plus. Y compris quand tu dis à Londres et à Francfort, c'est pas que sur la place, c'est aussi sur toutes les boîtes qu'ils ont rachetées, toutes les actions. Oui, c'est ça, sur les actions qui sont cotées sur le Stock Exchange, ou les actions qui sont cotées à la bourse de Francfort. Donc on a créé un marché, donc il faut comprendre qu'il est en volume quotidien
2,5 fois plus important que Londres. Si on mesure une autre métrique qui est la capitalisation boursière agrégée, c'est-à-dire combien valent toutes les entreprises qui sont cotées sur le marché européen intégré d'Euronext, on est autour de 7 000 milliards. 7 000 milliards. 7 000 milliards, 7 trillions d'euros. 2 fois et demi le PIB de la France, ou 2 fois. À peu près. Et à Londres, on est à peu près autour de 3 300 milliards. Donc, on est 2 fois plus gros que Londres. Donc, je compare du flux du stock, mais l'idée, c'est plus de donner un ordre de grandeur de ce que ça représente. On est 2 à 3 fois plus gros sur les flux et 2 à 3 fois plus gros sur le stock. Et quand vous allez à comparer à Francfort, c'est encore plus important. Parce que Francfort est une petite bourse dans laquelle la capitalisation boursière agrégée est à peine de 2 500 milliards, c'est-à-dire, alors même que c'est un pays qui a un PNB de 4 500 milliards. Qu'est-ce qui explique que leur valorisation soit beaucoup plus élevée, alors? Où ça? À Londres et à Francfort. Mais elle est pas beaucoup plus élevée, hein. Tu m'as pas dit que ces bourses valaient 40 milliards, la valorisation. Sociétés. Oui, je parlais de la capitalisation boursière agrégée des sociétés cotées sur ces bourses. Oui, mais pourquoi? Parce que précisément, c'est une question, oui, je comprends mieux la question, c'est que l'activité de bourse, canal historique, est toute petite. Par exemple, il n'y a pas plus de, à la louche, 6% des activités du groupe Deutsche Börse, qui est constitué par les métiers de la négociation et de la cotation en bourse, les métiers de la bourse action. Et c'est à peu près identique, c'est un peu plus ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont Thomson Reuters, ils ont plein d'autres activités qui ne sont pas de la bourse. Ils ont une activité de compensation avec les métiers je parle des Anglais de LCH-SA, ils ont des métiers d'indices, avec les indices FTSE, etc. Du côté allemand, ils ont des métiers de post-trade avec Clearstream à Luxembourg, qui leur appartiennent. Ils ont des métiers de conseil avec ISS, qui est le conseil des proxys des actionnaires, pour conseiller les actionnaires en matière de gouvernance notamment. Ils ont des activités de distribution de fonds, ils ont des activités d'indices avec la famille Stocks, ils ont des activités extrêmement diversifiées et remarquables. Ils ont des activités de trading d'électricité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a créé quelque chose qui, sur la classe action, pas sur toutes les actifs, mais sur la classe action, est clairement la plus puissante en Europe, et qui, aujourd'hui, est un outil à la disposition de toutes les entreprises qui veulent lever des fonds propres, financer le risque sur le continent. Tout à fait clair. Donc, si je reformule, c'est finalement la plus grosse place de marché d'actions en Europe. Indiscutablement. Et on l'a fait avec quelque chose qui est très particulier, qui est une plateforme technologique unique, qui rend possible un carnet d'ordre unique, qui permet la constitution d'un pool de liquidité unique, avec un rulebook, enfin des règles de fonctionnement harmonisées, et une gouvernance fédérale. Aujourd'hui, si j'investis sur la bourse d'Athènes ou si tu m'as dit le marché d'électricité à Oslo, où c'était, c'est chez toi, c'est sur Euronext, c'est le même endroit ou c'est des endroits différents, je dois me connecter ailleurs. La bourse d'Athènes, elle n'est pas encore connectée. Elle n'est pas intégrée. Parce qu'on l'a acheté en novembre 2025. On est en train de finaliser ce processus. En juin 2027, la connexion sera complète parce qu'il faut bien comprendre que pour connecter tout un marché, toute une communauté de brokers et de sociétés à ce marché intégré, il y a quelques ajustements informatiques parfois lourds et qui sont en cours. La bourse d'électricité, elle n'est pas sur la bourse d'actions, c'est un marché différent. Mais pour tout ce qui concerne les actions et l'exercice avec Athènes, comme je le disais, est en cours, en transition. Pour tous ces marchés-là, il faut considérer qu'on a un marché européen intégré. Ok. Et dernière question avant de passer justement à ce qui se passe en dessous, l'infra et les indices. Tu en parlais tout à l'heure. Donc, un CAC 40, par exemple, n'est pas lié, n'est pas édité ou ce sont des actions qui sont traitées sur Euronext, ou pas que d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est pas forcément Euronext qui le traite. Le CAC 40, c'est quelqu'un d'autre. Si, non, c'est nous qui sommes administrateurs de l'indice CAC 40. C'est-à-dire que, et la raison pour laquelle, en dépit du fait que nous ayons un marché unique intégré pan-européen, nous avons des indices nationaux, c'est qu'une partie du monde, des investisseurs, souhaitent investir dans un indice représentatif de la performance des 40 sociétés les plus importantes en termes de flottant et de liquidité, donc de valorisation disponible pour les investisseurs et de liquidité.
en France. Ce qui est important à comprendre, hein, ce n'est pas automatique. Là, c'est pas parce qu'on est dans les 40 plus grosses sociétés françaises ou cotées sur Euronext il y a deux critères. Qu'on est automatiquement dans le CAC 40. Il y a deux critères qui est la liquidité, c'est-à-dire une société sur laquelle il n'y aurait pas de volume de liquidité du tout, même si elle est très grosse, ne pourrait pas rentrer sur le CAC 40, dans l'indice CAC 40, et une société qui serait très grosse, mais avec un tout petit flottant, comme par exemple certaines sociétés très contrôlées ou très familiales, ne seraient pas rentrées dans le CAC 40. Je pense, dans le secteur financier, une magnifique société qui est Amundi, qui a une très belle valorisation boursière, mais comme il y a peu de flottants, puisqu'elle est contrôlée en réalité par le groupe Crédit Agricole, elle n'est pas dans le CAC 40. Donc le flottant, c'est la partie qui est cotée, donc ça peut être chez certains, c'est 10%. Voilà. Généralement, il y a une moyenne, c'est combien? Non, bon, ça dépend, parce que vous pouvez avoir une société avec un flottant très important sur une market cap plus petite. Vous pouvez avoir des sociétés avec j'en cite un exemple, avec un flottant très faible sur une market cap élevée. Et donc, en fait, ce que mesure l'indice, c'est l'univers investissable. C'est-à-dire, je dis au reste du monde, si vous achetez cet indice, eh bien, vous pouvez avoir une représentation de ce que sera la performance des 40 sociétés qui sont les plus liquides et et dans la valorisation est la plus élevée. Et la pression importante, la liquidité, c'est le fait que tu peux avoir un gros flottant, un tout petit flottant. Il y a des endroits où il y a peu de gens qui achètent et qui vendent. Absolument. Donc, en fait, il n'y a pas de liquidité. Tu cherches à vendre. D'excellentes sociétés. D'ailleurs, dès qu'on descend en dessous du CAC 40, c'est-à-dire le SBF 120, c'est-à-dire les sociétés qui sont plus bas, les 80 sociétés qui sont au sud du CAC 40, vous avez plein de sociétés qui sont des magnifiques succès industriels et commerciaux et qui, et là je peux pas citer de nom parce que ce serait, mais qui ont une liquidité encore trop faible ou qui sont en cours de réduire la partie contrôlée de leur. Ce qui veut dire qu'on n'est pas souvent habitué à ça. Des sociétés qui sont pas encore entrées dans le SBF 120 alors que elles ont tous les attributs d'une excellente performance par ailleurs. Ce que si je dois le dire en d'autres termes, je vais dire tiens, je voudrais acheter des actions de cette société qui est cotée et en fait il y a personne qui en vend. Ou l'inverse, j'en ai, je veux les vendre, et il y a personne qui va en acheter. Ça s'appelle la liquidité. Voilà, exactement. Ça s'appelle la liquidité et c'est pour ça qu'on veut que l'indice, le CAC 40, reflète l'univers investissable, c'est-à-dire reflète les objets disponibles. Alors, si je viens sur le fond, et là tu vas moins m'aimer peut-être, mais c'est plus une. On n'est pas dans une relation d'amour. Non, mais en tout cas, le risque de déception est assez faible. C'est vrai. Aujourd'hui, quand on parle d'Euronext ou des marchés européens, mais plus largement, moi je viens de l'univers des startups. J'ai enregistré avec le patron de Zalando 21 milliards d'euros de GMV, donc pas exactement de chiffre d'affaires, mais voilà, 17 000 employés. J'ai parlé avec le patron de Vinted en Lituanie, j'ai parlé avec des Hostinger, Nord Security en Lituanie, en Estonie, en Pologne, avec le patron de InPost qui a racheté Mondial Relais. Puis à chaque fois, je leur dis, mais où est-ce que tu coterais ta boîte si tu devais la coter? Et les plus hardcore diraient au Nasdaq évidemment, parce que il y a pas de sujet. Mais moi j'ai essayé de traiter le sujet de l'Europe et donc un peu et puis ils me disent mais non mais t'es con quoi. C'était un peu l'idée, et d'autres me disent moi je le ferais pour les plus politiques, pour le mieux pour ma société, mes actionnaires. J'ai pas de là-dessus, je peux pas choisir, etc. Et sous-entendu je le ferais pas en Europe parce que ça n'a aucun sens. Deuxième point là-dessus, du côté, là je parle des sociétés, je vais parler du côté des investisseurs. On remarque que beaucoup de personnes commencent aujourd'hui, on parle de souveraineté beaucoup et de souveraineté économique, beaucoup de personnes commencent à dénoncer le fait que une grosse partie des capitaux européens, et moi y compris sur ce podcast, je passe semaine après semaine, j'essaie de m'en détourner depuis des mois, voire presque des années, mais à dire t'emmerdes pas, achète un ETF, tu prends du S&P 500, ça ne fait que monter. J'aime plus trop ce discours en ce moment, mais voilà, tu prends les valeurs tech américaines, ça a bien fonctionné de 2020 à 2025, et puis voilà, moralité à la fin, on investit tout notre argent aux États-Unis, donc l'un et l'autre se confirment. On met l'argent aux États-Unis, les entreprises américaines valent plus. Il faut mieux que quand t'as une start-up, aller la coter aux États-Unis parce que c'est là où est l'argent, même notre argent d'Européens. Est-ce que tout ça est juste une idée? Est-ce que ce sont des choses fausses, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut résoudre? C'est un mélange de deux choses.
ce que tu dis est le reflet d'un état d'esprit qui est la principale faiblesse concurrentielle de ce continent, c'est la résignation. Le nombre de gens qui passent 2 tiers de leur temps à se plaindre et 1 tiers à essayer de résoudre les problèmes. Et c'est un mélange donc de cette attitude, j'ai entendu ça 27 fois au cours des derniers mois, et de quelques faits, mais qui sont partiels et un peu inexacts aussi. Et c'est de toute façon quelque chose qu'on peut résoudre et sur lequel nous travaillons beaucoup. Je dis ça parce que si on pense que tout est plié, on se lève pas, on reste sous la couette. Je fais pas partie de ces gens-là, pour être clair. Voilà. Je vous arrête une demi-seconde pour un message très important. Depuis 7 ans, avec toute notre équipe, on fait toutes les semaines des bombes d'épisodes juste pour vous avec des invités incroyables. Comment on fait ça ? On fait ça grâce à des sponsors. Ça vous coûte 0. Mais pour ça, il faut qu'on soit visible. Il faut que vous ne loupiez pas le prochain épisode. Pour pas louper le prochain épisode, c'est simple, il faut cliquer sur s'abonner. Il y a plus de 60% des gens qui regardent les épisodes qui sont pas abonnés. Donc faites-le, vous me rendrez un énorme service à mon équipe, à moi. Il faut s'abonner. J'apparaîtrai la semaine prochaine sur votre feed YouTube, sur La Martingale. Abonnez-vous maintenant, plus tard c'est trop tard. Revenons à la question fondamentale, au-delà de l'attitude. Les pays d'où sont originaires les sociétés qui sont le plus tentées de ce côté au Nasdaq ou au New York Stock Exchange sont les sociétés qui viennent des pays où le marché est le moins liquide. Et donc, ça, c'est des faits. À peu près 2 tiers des sociétés européennes qui sont cotées au Nasdaq viennent de 3 pays, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse. Précisément, parce que je citais 2 des 3 pays en question tout à l'heure, c'est des pays qui ont des bourses qui sont peu profondes, très droites. L'Allemagne, ça a toujours été le cas, et le Royaume-Uni, c'est le cas depuis le Brexit, où ça s'accélère, il y a un assèchement de la cote. Donc les boîtes de tech cotées à Londres sont tentées par le NYSE parce que la cotation à Londres n'est pas très excitante, et c'est le cas aussi en Allemagne. Nous n'avons pas à la même échelle ce problème. Il n'est pas inexistant, mais il n'est pas du tout systémique comme il est à Zurich, à Francfort et à Londres. Je pourrais te renvoyer un truc, c'est qu'il n'y a pas de cotation incroyable de sociétés tech françaises dans les 10 dernières années. Mais tu as absolument raison. D'abord, nous on regarde les choses à l'échelle européenne, mais ce que je veux dire, c'est quand des sociétés tech veulent se coter en Europe, pour le moment, elles trouvent une liquidité. Il y a 2 nuances quand même, importantes que je vais apporter. Et d'ailleurs, ce que je trouve qui est les gens qui votent avec leurs pieds, c'est que les sociétés internationales, c'est-à-dire les sociétés qui ne viennent pas des marchés Euronext, se cotent sur Euronext. Là, il y a eu au début de l'année une cotation du groupe CSG, Tchécoslovaque Group, qui est un groupe d'armement, qui s'est coté pour environ 25 milliards d'euros sur Euronext. 25 milliards, c'est la valo du groupe, c'est la capitalisation boursière. Ok, d'accord. Capitalisation boursière. Et vous avez eu il y a quelques années CVC, qui est une société de private equity anglaise qui est venue se coter sur Euronext, alors qu'ils sont incorporés à Londres, Ferrovial, qui est une boîte espagnole qui s'est cotée à Amsterdam, etc. Donc, on a une réalité qui est parce que c'est aujourd'hui le marché le plus profond. Les boîtes qui, il y a 10 ans, se seraient cotées à Londres, viennent maintenant se coter sur Euronext. Ça, c'est une réalité. Est-ce que c'est suffisant pour toutes les boîtes qui veulent se coter? C'est suffisant pour un certain nombre d'entre elles en Europe qui trouvent suffisamment de liquidité pour leur taille. Ça n'est pas suffisant pour toutes les boîtes qui continuent à regarder l'alternative américaine. L'alternative américaine, en moyenne, n'est pas aussi excitante qu'on l'imagine, puisque, par exemple, le coût de gestion d'une société cotée, le coût d'entrée en bourse d'une société sur le Nasdaq ou le New York Stock Exchange est un multiple du coût en Europe. Mais après tout, on pourrait considérer que dès lors que la valorisation y est supérieure, ça envoie la chandelle. Mais enfin, il reste que il faut s'assurer plus sur les risques de contentieux. Il reste qu'on paye plus cher les banques qui font le placement aux États-Unis qu'en Europe, etc. Mais on peut y trouver des valorisations meilleures. Alors, quels sont les 2 secteurs
où il y a des valorisations qui sont significativement meilleures. Parce qu'en général, la performance un an après l'IPO est plutôt moins bonne pour les autorités européennes, pour les sociétés européennes cotées aux États-Unis que pour les sociétés européennes qui se cotent sur Euronext. Ouais, ça, c'est documenté. Ok, donc ça, on parle des sociétés européennes qui se cotent aux États-Unis. On parle de ça quand on parle du risque. Bien sûr, bien sûr. C'est de ça. Et donc, la réalité, c'est que il y a deux secteurs quand même où les choses sont un peu différentes. Le secteur des biotech, parce que les biotech sont des sociétés qui font des tours privés, parfois plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros, avant l'introduction en bourse. Or, pour un certain nombre de raisons qui est trop long à décrire ici, il y a peu d'investisseurs en Europe qui font des tours à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions d'euros avant les essais cliniques en Europe. Alors qu'aux États-Unis, ça existe. Et donc, vous avez un certain nombre de gens qui se cotent sur le Nasdaq parce qu'ils sont installés à Boston depuis quelques années, ou aux États-Unis en général depuis quelques années, parce qu'ils y ont trouvé là-bas des investisseurs pré-IPO de taille significative. Et d'ailleurs, dans l'idée du dual track, du chemin double, où les sociétés envisagent soit de se vendre à un groupe industriel, soit d'entrer en bourse, c'est vrai que les États-Unis offrent un environnement très favorable parce que les plus grosses sociétés pharmaceutiques mondiales qui sont prêtes à payer les prix les plus élevés pour acheter des boîtes de biotech, et la biotech, c'est assez largement la recherche et développement délocalisé, externalisé d'un groupe pharma, eh bien, ces groupes sont aux États-Unis. Vous avez aux États-Unis et le groupe qui consolide et la place qui est la plus liquide, qui est le Nasdaq. Donc, c'est pour ça qu'il y a des secteurs qui sont spécifiques. Il y a un débat sur est-ce que les sociétés tech du quantique, du quantum computing, qui sont sur lesquelles là, tout le monde est sur la case départ. Hein. Il n'y a pas une avance particulière des États-Unis par rapport aux Européens. Est-ce que c'est les quelques sociétés qui existent en Europe, on a quelques noms en tête, Pasquale, Alice & Bob, etc., qui sont des sociétés magnifiques, trouveront à se financer dans des tours privés qui est tout à fait pré-IPO, des montants nécessaires à des très grandes ambitions qui sont de la R&D pure à ce stade. Est-ce que tu as, j'imagine que oui, mais je sais pas si tu les as en tête, on n'a pas préparé cette chose spécifiquement, mais une idée des différents ratios de valorisation entre les critères de valorisation, je sais pas moi, chiffre d'affaires, EBITDA, etc., sur les marchés américains versus ce qui se passe chez toi? Non, je devrais les avoir, mais d'une manière générale, pas sur je j'ai plus en tête sur les sociétés qui entrent en bourse, mais disons que pour les sociétés, la moyenne des sociétés cotées aux US, aujourd'hui, la valorisation des sociétés US en moyenne est autour d'une 20-22 fois les résultats. Là où en Europe, on est plutôt entre 10 et 13 les résultats. Ou 14. Et donc, en moyenne, c'est le cas. Cela dit, c'est la raison pour laquelle on a un afflux d'investissements étrangers, notamment US, vers l'Europe depuis 2024, et notamment et également de l'Asie, parce que les gens trouvent que finalement, l'Europe, par rapport aux performances des entreprises, c'est pas trop cher. C'est un peu le début de notre conversation dans laquelle tu me parlais du marché Euronext. Moi, les gens achètent des actions Euronext ou pas. Tu as des enfants? 3. Voilà. Si tu veux tu les aimes? Oui. Oui, bon, si tu veux préparer leur avenir, la seule chose que tu devrais faire, c'est d'acheter des actions Euronext. Mais ma fille m'en parlait hier. Elle a eu de l'argent pour sa fête. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu le fais pas, il y en aura plus pour les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré ce scepticisme sur oui, vraiment, quand on a fait passer le cours de 20 à 40, puis de 40 à 80, puis de là, on est passé de 80 à 100, de 100 à 120, et là, on mène à 150. Il y a toujours ce scepticisme où ça, on dit, écoute, soit tu crois qu'on va y arriver, soit tu y crois pas, mais si tu y crois, il y a Pourquoi je dis ça? Parce que je veux dire que c'est un peu pareil sur le reste du monde. Le reste du monde, c'est bizarre. L'écart dans les perspectives de performance, de croissance des entreprises n'est pas tel pour justifier une prime de cette nature aux États-Unis et une décote de cette nature en Europe. Donc, il y a beaucoup de gens qui investissent dans les actifs européens précisément parce qu'ils pensent que à l'échelle mondiale,
c'est quand même moins cher qu'aux États-Unis. Mais c'est là où je voulais en t'emmener, hein. C'est que j'écoutais cet investisseur qui s'appelle Jeremy Grantham. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. C'est un Britannique, mais je crois qu'il est placé aux États-Unis dans ce podcast qui s'appelle Diary of a CEO et qui dit, lui, en gros, les marchés américains sont beaucoup trop hauts. Alors, il parle de certaines valeurs tech où on est au-delà de 50 fois les revenus sur la valorisation. Il dit c'est complètement délirant. Il dit donc les marchés américains sont trop hauts. Je sais, on n'est pas là pour parler de, on l'a bien dit et je le reprends ici, on n'est ni toi ni moi habilité à donner conseil en investissement. Mais l'idée, c'est plus que quand il dit ça, je trouve ça intéressant, que le dollar est trop haut et que en fait, on est vraiment sur des all-time high là-bas. Et lui dit, faut revenir en Europe. Faut venir en Europe où l'euro est pas cher et les sociétés sont pas chères. La question que je me pose juste là-dessus, c'est que moi, en tant qu'investisseur individuel, je me dis, super, il a raison, Stéphane, j'y vais, je vais plutôt aller acheter du Euronext, du OVH, du Amundi, que sais-je, en tout cas plein de sociétés que tu as chez toi. Mais en tant qu'entrepreneur, une fois de plus, je me dis, mais attends, mais si c'est 22 fois en moyenne là-bas, moi, je veux faire de l'argent, je vais plutôt aller me coter là-bas, non? Mais tout dépend la confiance qu'on a dans le momentum. Mmh. Moi, j'ai commencé, mon premier métier banquier, c'est après avoir quitté le cabinet Strauss-Kahn en novembre 99, je suis parti en avril 2000 à Palo Alto. Je suis arrivé à Palo Alto je travaillais pour Credit Suisse First Boston Technology Group et on était dans le change of paradigm sur l'internet. On n'appelait pas ça la bulle puisqu'on était dedans. On appelle ça une bulle quand ça a explosé. Et on s'est aperçu que en quelques mois, les valorisations se sont effondrées. Moi, je sais, mon intuition, c'est que quand on constate les volumes d'argent qui ont été investis dans l'IA, d'une part, la rentabilité qui est nécessaire pour avoir un retour sur investissement par rapport à ces investissements, quand on constate la dynamique du secteur, il faut pas mélanger le fait que tout le monde va utiliser de l'IA et le fait que tout le monde va gagner de l'argent avec l'IA. Ça, c'est un autre... Dans l'Internet, le problème de ces révolutions technologiques, c'est un seul truc. C'est la consolidation, la capacité à faire la somme des projets. Et quand j'étais jeune et mince à Palo Alto et que la bulle Internet a explosé, il y avait cette formule que je trouve assez forte qui disait le problème c'est que à un moment donné, il y avait plus de sites web qui vendaient en ligne de la nourriture pour chiens que de chiens domestiques dans le pays. Et donc il y a un moment où la rue est vers l'or, c'est pas qu'il n'y a pas d'or, et qu'il n'y en a pas autant que le nombre de gens qui vont en chercher. Oui, puis ou alors que l'or est pas disponible maintenant, voilà. Ou alors à l'époque les gens étaient pas suffisamment connectés. Mais ça, je suis d'accord. Non, mais il y a quand même un problème il y a un énorme problème de consolidation. C'est-à-dire quand vous regardez la masse des trillions qui sont investis dans l'IA, les déploiements de ces investissements, si vous considérez qu'un jour vous gagnerez de l'argent avec ces investissements, il faut supposer une capacité de facturation de ces entreprises dans la durée et donc une capacité de dislocation de l'économie traditionnelle et une persistance de l'environnement concurrentiel qui est debatable. Vous avez les initiatives chinoises qui disent « Nous, on pense qu'on peut faire un modèle ouvert dans lequel il n'y aura pas de rentabilité pour ceux qui avaient envisagé un modèle fermé. » Et vous n'avez pas un effondrement des valorisations des entreprises, pour parler encore par analogie avec l'Internet brick and mortars, qui n'ont pas disparu. Il y a eu quelques secteurs qui se sont disparus, les agences de voyage, des secteurs qui se sont... Mais ça s'est pas passé en quelques années. Donc l'IA va aller plus vite, mais l'IA ne va... Aujourd'hui, en tout cas, les valorisations de l'économie traditionnelle ne reflètent pas l'idée qu'elles vont disparaître du fait du développement de l'IA. Or, si on pense qu'elles vont pas disparaître, on peut pas penser aussi qu'on va gagner de l'argent avec tout l'argent qui est développé dans l'IA, parce que pour que cet argent qui est déployé dans l'IA fonctionne, il faut que les entreprises arrivent à facturer, donc à augmenter significativement les prix des solutions des agents qu'elles vendent à leurs clients. Et aujourd'hui, même si tout le monde anticipe une augmentation significative de l'IA, qui, à la différence de l'Internet, ne sera pas gratuit, puisque ce ne seraient pas des modèles payés par la pub, eh bien, on a bien une réflexion que tous les investisseurs ont, qui incite à une forme de prudence. Et donc, une conclusion que chacun a intuitivement, que
c'est peut-être très cher payé. Donc tout le monde ne va pas perdre, mais tout le monde ne va pas gagner. Ce que tu dis, c'est intéressant. Ce que je pense aussi volontiers, c'est que évidemment, l'IA va révolutionner beaucoup de choses. C'est comme le train et le rail. Il y a eu les mêmes problématiques en Angleterre à l'arrivée du train. Tout le monde s'est mis à investir dans le train et le rail. Et à un moment, il y avait trop de rails et de trains par rapport à l'usage immédiat qui était allé trop vite. En revanche, tous ces rails ont servi par la suite, comme les autoroutes de l'information, comme on disait. Mais la première génération d'investisseurs a été rincée. Exactement. En revanche, leurs investissements ont servi à d'autres plus tard, puisque les rails étaient toujours là. Donc les montagnes ou plutôt les méga data centers qu'on crée partout avec de la puissance de calcul et des puces serviront plus tard. Mais le canal de Panama, Eurotunnel, etc. Il y a une première génération de dreamers qui se retrouvent dans des situations de se fracasser sur la réalité parce que la masse d'investissement par rapport à l'opportunité est disproportionnée. La question, on peut pas y répondre encore une fois, mais c'est quand on constate ça, sur quoi on se reporte, quoi, et comment on doit réfléchir. T'as donné une sorte d'idée aujourd'hui. Tu dis, regardez dans les secteurs plus traditionnels qui eux seront toujours là et vont se révolutionner grâce à l'IA, générer de la valeur et potentiellement payer ces entreprises d'IA aussi. C'est une question de profil d'appétit pour le risque. C'est vraiment chacun a sa culture d'investissement. Moi, à titre personnel, je n'investis que dans des sociétés cotées qui payent du dividende. Donc moi, je suis très mauvais là-dessus. Et ça me fascine. C'est très particulier. C'est-à-dire que on a fait des considère que le test acide de la performance, c'est le paiement du dividende. Mais c'est complètement stupide. C'est pas la meilleure manière d'optimiser le rendement de son épargne. La meilleure manière d'optimiser son rendement de son épargne, c'est probablement d'avoir un portefeuille dans lequel il y a des boosters de risque, dans lesquels les entreprises seront valorisées parce qu'elles offrent des perspectives de croissance, ces perspectives de croissance sont liées au caractère transformant de leur projet industriel et sont liées à des... Bon, mais chacun c'est vrai. Approche. Moi, je considère, mais c'est une approche très personnelle, peut-être parce que mon père était ouvrier, etc., que c'est tellement dur de gagner de l'argent avec son travail que je ne veux pas prendre le risque de le perdre. Je pense que c'est tellement difficile ce qu'on fait, qu'on y laisse tellement comme me disait un patron du CAC la semaine dernière, on laisse tellement de pneus sur la route de gomme en faisant des conférences calls le soir, le week-end, en arrivant en retard, en vacances, en partant avant la fin, en gérant des crises où on doit absorber le stress des autres et surtout ne pas injecter le sien en tant que possible dans les équipes, que moi j'ai pas envie de perdre cet argent, mais du coup je perds beaucoup plus d'opportunités. Donc il n'y a pas de profil pertinent et de profil impertinent, il y a juste des profils psychologiques de chacun d'entre nous. Sachant que moi, tu vois, dans une approche qui potentiellement est un peu la même, c'est-à-dire entre guillemets un peu bon père de famille, la raison pour laquelle j'investis pas dans ce que je qualifie de dividende king ou queen, c'est que j'ai créé pas mal d'entreprises moi-même. La plus grosse devait faire ou plus un peu plus de 10 millions de chiffre d'affaires, et que redistribuer quand on arrivait à 25% d'EBITDA des dividendes, pour moi, c'était idiot. Enfin, en tout cas, c'était risqué parce que l'entreprise avait besoin de ce cash pour se développer. Donc, le donner aux actionnaires, c'était non. Donc, j'en ai jamais distribué. Donc, je me dis, j'investis que dans des entreprises comme ça, ce qui est pas forcément une bonne idée non plus. C'est assez drôle. Comme quoi, c'est vraiment une question de profil. Soit tu attends un rendement, soit tu attends une plus-value qui est à la main du management. Exactement. Et donc, tout dépend du rapport qu'on a avec l'épargne qu'on a gagnée par son travail. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas sur Euronext? Alors plein de choses, j'imagine, mais typiquement, j'ai un de mes partenaires, ils vont peut-être pas être contents, mais on s'entend suffisamment bien qui s'appelle eToro, ce qui me permet d'acheter et vendre sur pas vendre, non d'ailleurs, mais d'acheter sur Euronext de différentes manières, d'ailleurs, avec des effets de levier, des tas de choses, etc. Est-ce que je peux acheter des actions directement sur ton site internet chez toi, ou c'est pas du tout possible? Non, c'est toujours par un broker. Ok, ça, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est ton statut, ou c'est juste que ta relation avec tes brokers pour éviter la relation avec les brokers, pour le moment, nous ne sommes pas une plateforme ouverte directement au retail, et puis ça demande une organisation radicalement différente. Ok. On a quelques centaines d'investisseurs sur la planète qui sont connectés. C'est une plateforme très différente si on faisait du B2C, ce qu'on ne fait pas. Toi, tu prends ton modèle économique, c'est quoi? Tu prends de l'argent sur les transactions, tu prends de l'argent sur les cotations? Il y a plusieurs. Si on prend les familles de business, donc
Une première famille, il y a deux grands mondes. Il y a les métiers liés au volume de transaction, et il y a les métiers qui ne sont pas liés au volume. Donc les métiers qui sont liés au volume, c'est les métiers où on négocie les actifs. Donc pour les actions, c'est ce qui était autrefois la corbeille. Donc c'est chaque matin, on ouvre le marché, chaque soir on le ferme, et chaque microseconde, il y a des offres qui sont faites dans un carnet d'ordre pour acheter tant d'actions de telle société, et qui rencontrent des offres d'en vendre, et on match les ordres comme sur la criée. On constate un prix, on constate la transaction et on diffuse le prix. Et ça c'est les marchés de négociation, et on le fait sur des actions, on le fait sur des produits énergétiques, sur l'électricité, dans la région nordique et baltique essentiellement. On le fait sur des taux souverains. Et là, tu prends sur le volume, c'est sur chaque transaction, c'est pas un fixe, c'est que du variable. Ça c'est du variable. On le fait sur MTS, qui est la plateforme italienne à l'origine, mais qui traite maintenant des taux souverains des différents pays de l'OCDE. On le fait aussi sur les dérivés de blé ou de colza ou de maïs, les contrats dérivés de blé. On le fait aussi sur des taux de change. Les gens qui veulent trader sur une plateforme électronique de l'euro ou du dollar contre un certain nombre de paires les plus actifs sur les marchés mondiaux. Et donc, ça, c'est les métiers de volume. Mmh. En amont de ces métiers de volume, pour les actions, il y a la cotation en bourse. C'est-à-dire quand les sociétés veulent devenir cotées sur notre plateforme pour pouvoir échanger leurs titres de capital avec les investisseurs, elles entrent en bourse et là, elles nous payent un fee d'entrée, une sorte d'abonnement, d'inscription, et puis un fee annuel pour la maintenance de tous les services qui vont autour du fait d'être une société cotée. Un fee d'entrée, ça coûte combien? C'est le maximum pour les très 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 grosses méga IPO, c'est entre 1,5 million et 2 millions pour le truc, une transaction. Et le minimum? De milliards. Je sais pas. C'est 100 000 euros ou oui, c'est en dessous, un peu plus bas même, je crois, pour les plus petites sociétés. Et donc c'est quelque chose assez qui sont les métiers d'abonnement, si je puis dire. Et puis ensuite il y a les métiers de négociation. Ensuite, en aval, pour certains actifs que je viens de mentionner, il y a la compensation. La compensation, c'est le moment où on paye. Pourquoi? Parce que il faut se représenter que quand les gens échangent des titres à la corbeille, le transfert des titres ne se fait pas instantanément. Tout simplement parce que celui qui a vendu a besoin d'être payé. Mmh. Donc, par contre, la transaction est constatée, le prix qui reflète l'offre et la demande est diffusé. Mais quand arrive... J'essaie de juste... Si je dis à quelqu'un, par exemple, qui achète et qui paye 8 fois dans la même journée, il va pas être prélevé et remboursé 8 fois. C'est juste à la fin de la journée. À la fin de la journée, on fait deux choses. On compense, c'est-à-dire on regarde qui, au total, doit combien à qui, compte tenu de ce qu'il a décidé de vendre à cet autre participant du marché sur l'ensemble des titres qu'ils ont échangés entre eux. Donc il y a un système en étoile où on regarde combien a vendu quoi à qui, à quel prix, et on regarde, et ça crée une obligation de payer de celui qui est acheteur net vers celui qui est vendeur net. Donc c'est pas les appels de marge, ça? Non, mais les appels de marge, les appels de marge, c'est précisément pour être membre, selon les classes d'actifs sur lesquelles tu interviens, pour garantir que tout le monde sera payé à la fin, parce que si tout le monde faisait le risque de contrepartie, on s'en sortirait pas. Donc, la société qui fait la compensation, elle fait deux choses. Elle calcule le net et elle gère le risque de défaut. Et pour le gérer le risque de défaut, il y a un fonds de défaut et il y a un collatéral, les appels de marge. Et là, le but de ce système, c'est d'assurer, comme dans une banque, le financement de la contrepartie. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un système où on dit aux gens, quand vous vendez quelque chose chez nous, vous êtes sûr que vous allez être payé, sans vous poser la question de savoir qui vous l'achète. Et pour que vous êtes sûr que vous allez être payé, il faut que vous sachiez combien on vous doit, et vous soyez sûr que celui qui vous doit quelque chose le payera. Et ça, c'est les deux métiers d'activité de la chambre de compensation. Et ensuite, il y a le règlement livraison et la conservation des titres. C'est-à-dire qu'il faut organiser la tuyauterie pour que le droit de propriété arrive dans le patrimoine de l'acheteur, qu'on constate dans un fichier qui est l'acheteur ultime,
et qu'on conserve les titres chez ces acheteurs et que s'il y a du dividende ou d'autres formes des coupons, peu importe, ça circule et que ça arrive directement chez le propriétaire. Donc ces métiers de règlement, livraison et de conservation de titres sont bons. Mais en plus de tous ces métiers-là, on fait aussi des choses qui sont autour. On fait des métiers de solutions pour les entreprises. Par exemple, on vend des métiers de SaaS, de services as a software, pour organiser la gouvernance digitale des entreprises, pour faire circuler de l'information confidentielle sur des tablettes, etc. On organise des boards numériques, on organise des systèmes de gestion de la conformité réglementaire du comportement des entreprises sur des plateformes digitales. On vend de la technologie à des pays qui n'ont pas de plateformes technologiques puissantes pour leur bourse, mais qui veulent gérer leur propre bourse. Donc, on vend notre plateforme technologique à la Pologne, au Luxembourg, à la Tunisie, au Liban, à la Jordanie, à Oman, etc. On vend aussi nos services technologiques à des grandes banques qui souhaitent qu'on fasse pour eux des projets liés au marché de capitaux dans lesquels on a de l'expertise. On vend des capacités de conseil aussi également. Donc, on a des métiers qui font que, au total, à peu près 40% de notre activité est liée au volume et à peu près 60% n'est pas liée au volume. D'accord. Très clair, merci pour ces précisions. Je vais devoir te laisser bientôt, mais j'ai quelques questions rapides quand même. On va essayer d'être plus bref. Récemment, j'ai enregistré un épisode de Génération Do It Yourself avec un jeune homme qui s'appelle Paul Frambeau, qui a monté une boîte qui s'appelle Morpho, M-O-R-P-H-O. Et il me racontait qu'en fait, sa boîte dans laquelle Andreessen Horowitz a investi, y compris le fonds Gigafond Apollo, en fait, sa société est basée à Paris, mais c'est une association. Et en fait, l'association, elle est basée sur de la blockchain. Il est sur du... T'as déjà entendu parler de Morpho ? Il est... et donc, lui, en fait, il détient des tokens. Et eux achètent et vendent des tokens. On est d'accord que c'est une forme de concurrence, finalement, indirecte à ce que vous faites ? Oui, Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est quelque chose que vous explorez, vous ? Il y a deux choses. Nous, d'abord, on a un gros travail en cours pour travailler à la digitalisation d'un certain nombre d'actifs, la vraie digitalisation, pas le fait d'être accessible dans sur les années Internet. 80 à 90, on a transformé des certificats d'action en papier en fichier, on a transformé la corbeille en un serveur, un matching, on a transformé le coffre-fort en serveur, et donc on est dans un monde digitalisé. Non, l'idée qui est nouvelle, c'est de transformer non pas un share certificate en papier, une action en papier, en un fichier, mais de transformer ce fichier en un token décentralisé. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais où un certificat d'action est sur quel serveur. Demain, je saurai qu'un token existe, non pas parce qu'il est dans un serveur particulier, mais parce qu'il est dans des multiples serveurs. Très clair. Et donc, le passage d'un système centralisé à un système décentralisé a plein d'implications en termes de compensation et de règlement livraison notamment. On travaille là-dessus. Donc, de toute façon, il y a une révolution numérique en cours sur la généralisation de la tokenisation, de la digitalisation. Enfin, on devrait dire plutôt de la blockchainisation ou de la décentralisation, parce que on peut pas parler de digitalisation puisque c'est déjà digital. C'est vraiment la décentralisation, le mot. Je pense, c'est la décentralisation. Donc, c'est en cours. Est-ce que cette association, ce club, etc., est de nature à créer une concurrence pour nous? À ce stade, non. Parce que qu'est-ce que fait un marché? Un marché, c'est quand même la concentration de la liquidité. Le salon de l'agriculture, ça existe parce que c'est porte de Versailles, une fois par an, et que tout le monde y va. Alors, il y a de temps en temps des foires agricoles dans tel ou tel lieu chef-lieu canton, mais guess what?
Il y a moins de monde qu'au salon de l'agriculture. Bien sûr. On vendra pas autant de bouteilles de vin ou de vaches ou de... La concentration de la liquidité, c'est quand même ce qui détermine le fait que les investisseurs vont quelque part. C'est un peu comme en Afrique du Nord, quand vous allez dans les souks, les gens sont toujours surpris que tous les marchands d'épices sont quelque part. Demandez, dans la même rue, demandez au gars qui est marchand d'épices du côté des marchands de tissus, s'il a beaucoup de clients. Donc c'est la concentration de la liquidité qui crée la valeur d'un marché. Et donc, votre intervenant a peut-être trouvé une solution pour créer de l'agilité dans son syndicat de copropriétaires, si je puis dire, dans son monde d'actionnaires, faciliter la liquidité, le transfert des titres, etc. Est-ce que c'est suffisant pour que son projet soit comparable à d'autres projets identiques dans la même géographie et que des tiers qui s'intéressent pas à Morpho mais s'intéressent au secteur puissent arbitrer d'un projet à l'autre? Peut-être pas. Et puis ça fait partie de son narratif, de toute façon. Non, mais je ne connais pas ce projet. Oui. Je dis juste que la technologie peut résoudre beaucoup de problèmes et améliorer les rapports entre une société et ses actionnaires. Ce qu'un marché apporte, c'est quelque chose d'autre. Ce qu'un marché apporte, c'est la capacité à faire le prix, c'est la capacité à faire la liquidité. Et le prix et la liquidité nécessitent un marché profond et liquide. Parce que s'il n'y a pas de mouvement et s'il n'y a pas de comparable, il n'y a pas assez de prix, il n'y a pas assez de liquidité, donc pas des prix qui sont pas de bonne qualité. Stéphane, je pourrais faire durer ce plaisir des heures. J'ai quand même, avant de te laisser une question technique que je pose à tous mes invités, mais une autre question plus globale comme celle-ci. Moi, j'ai un pressentiment ou quelque chose. J'aimerais avoir ton analyse de l'intérieur. C'est que on a un gros retour de l'idée de souveraineté, qui était quelque chose et de préférence, peut-être pas nationale, mais à minima continentale, européenne. Et je me dis à un moment où on voit que tous nos investissements, je le disais tout à l'heure, partent outre-Atlantique, limite les fonds de pension des profs hollandais et même les nôtres en tant que particuliers, je me dis qu'il y a quand même un moment où on va se dire mais je veux pas non plus que tout mon argent parte là-bas. Il va y avoir une souveraineté aussi financière là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà un retour? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une chimère? Est-ce que ça te sert? Est-ce que c'est deux choses très différentes? La première, c'est l'allocation de l'épargne des Européens vers les fonds propres des entreprises et le financement du risque. C'est ce que tu dis. Et c'est sûr que le point de départ, c'est la réforme en cours. Les discussions en vue des présidentielles qu'on a sur l'épargne retraite, puisque la grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est bien sûr l'entrepreneuriat, les niveaux de confiance que les gens ont. C'est sûr que quand t'as 5 ans et quand un gamin écrit son nom en majuscule, on lui dit « Ah, t'es un génie, c'est merveilleux ». C'est pas surprenant si 25 ans après, il fait des slides PowerPoint et qui s'appellent « Change of Paradigm », etc. Bon, c'est normal. Et nous, on est plutôt une machine à fabriquer des nerds qu'une machine à fabriquer des entrepreneurs ambitieux. Bon, ça, c'est très important et la reconnaissance du risque, de l'innovation est Mais il y a un autre facteur qui est très important aux États-Unis, on n'en parle pas et qui rejoint ce que tu dis, c'est qu'aux États-Unis, si tu veux avoir du revenu quand t'es vieux, il faut acheter les actions quand t'es jeune. En Europe, si tu veux avoir du revenu quand t'es vieux, il suffit d'espérer que les gens autour de toi continueront à payer des taxes et des charges sociales. La répartition versus la capitalisation. Donc, l'écart, c'est que vous avez ces rivières d'épargne retraite qui alimentent des fleuves d'investissement en actions qui débouchent sur des estuaires qui s'appellent Fidelity, BlackRock, etc. On n'a pas ça en Europe, alors qu'on a un taux d'épargne qui est supérieur à celui des Américains. On a 19% du revenu disponible des Européens. Mais l'épargne des Européens est investie vers plutôt la dette souveraine ou plutôt une épargne qui est globalisée. J'y viens. L'équilibre qu'il faut trouver, c'est drainer l'épargne des Européens vers les fonds propres des entreprises européennes, mais en même temps reconnaître qu'il faut qu'ils aillent chercher du rendement là où il y en a. Donc toute idée d'une épargne qui empêcherait, qui n'irait pas vers les États-Unis alors qu'il y a du rendement aux États-Unis, il y a du rendement en Asie, serait absurde. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que en dehors de toute incitation formelle, on arrive à justifier de manière rationnelle que avoir 50% de son épargne investie en Europe, en actions européennes, c'est pas choquant. Moi, j'ai demandé, moi, je peux pas investir dans les actions, mais j'ai un peu d'épargne, j'ai de l'épargne.
Et donc j'ai un gars qui gère mon épargne de manière complètement discrétionnaire de son point de vue. Moi, j'ai aucune influence là-dedans puisque je m'en mêle pas pour des raisons évidentes. Ouais. Et je lui ai dit, tiens, remonte-moi la part d'actions européennes hors contrainte, puisque et c'est à peu près 50% de mon patrimoine qui est en actions européennes et qui me donne le rendement plutôt prudent que je décrivais tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'on est capable de trouver des outils où on oriente plus l'épargne des ménages vers les actions et les actions européennes sans détruire la perspective de rendement et la nécessité de capter la croissance là où elle est, et donc aussi aux États-Unis. Le vrai sujet, c'est moins action européenne versus action américaine que action européenne versus dette souveraine. Aujourd'hui, vous avez à peu près... les Français épargnent 19% de leurs revenus disponibles, sauf que c'est le pays qui investit le moins en actions, parce que tout le monde investit en dette souveraine. Et donc aujourd'hui, on est dans ce truc terrible où les ménages français financent essentiellement les déficits français, ils financent les finances publiques, et plutôt que ils financent plutôt l'État et le remboursement de la dette, plutôt que les fonds propres des entreprises. Et c'est ça qui est le levier, à mon avis, et c'est là où les discussions qui s'engagent sur la retraite par capitalisation, sur l'idée que peut-être que les retraités néerlandais gagnent plus que les retraités français parce qu'ils ont mis en place un système par capitalisation, comme les retraités danois, comme les retraités suédois. Peut-être que ce qui est une solution pour les problèmes de retraite peut aussi l'être pour les financements à long terme des entreprises ou les financements risqués des entreprises. Tout à l'heure, tu m'as pas dit que tu le ferais jamais, laisser les particuliers investir dans les actions Euronext en direct. Non, ça, je crois que il me souvient que j'ai plus le droit de le dire. Ah non, tu veux dire investir directement. Pouvoir acheter sur euronext.com, euronext.fr en direct, sans passer par un broker. C'est des choses auxquelles on réfléchit régulièrement, mais ça serait vraiment une migration B2C. Et pour le moment, le système n'est pas configuré comme ça. D'accord. Parce que faut bien comprendre qu'on fait quelque chose de très grave. On met un nombre en rouge ou en vert sur un écran, et le reste du monde appelle ça le prix. Et donc, et prend des millions de décisions. Donc, on est extrêmement supervisé, extrêmement régulé. Et donc, pour ça, il faut mettre en place des systèmes extrêmement robustes, avec une latence extrêmement forte et une redondance très, très puissante. Et donc, tout est configuré dans un système B2B2C et pas dans un système B2C. Et donc, c'est pas une app Apple. Euronext, c'est quand même quelque chose où on fabrique le prix, c'est très grave. Donc, c'est autre chose qu'un site de rencontre. C'est vraiment quelque chose qui a pour objectif d'être extrêmement puissamment une capacité à produire un prix chaque microseconde. Je suis pas d'accord. Un site de rencontre peut avoir beaucoup plus d'incidence dans ta vie que ce que tu le décris ici, potentiellement. Bah, c'est une autre conversation. Stéphane, une dernière question rapide. Déjà, je précise à tout le monde qu'il y a ce livre Euronext, European Success Story, qui est disponible en anglais uniquement. En anglais uniquement, oui. En anglais uniquement, on le trouve à 12 € aux éditions Télémac. Vous le trouverez, on mettra le lien ici. Et puis moi, tu vas m'en signer une petite version. Ça, j'en serais très content. Et déjà, bravo aussi pour ce parcours quand même en 10 ans assez incroyable. Nous publions nos résultats à la fin de cette semaine. C'est pour ça que je suis obligé d'être discret. Mais je serai beaucoup plus loquace sur la performance du groupe à partir de jeudi soir. Très impatient de voir tout ça. Et la dernière question, alors à la fois plus personnelle et professionnelle, mais je demande à mes invités, quelle est ta martingale à toi, ton petit péché mignon d'investissement? Alors pas une action, parce que ça conflicterait, mais est-ce qu'il y a un endroit où depuis historiquement t'as toujours aimé investir une fois par an. Ouais. Au début de l'année, je décide que je vais investir 100 000 € de mes économies dans une société non cotée qui ne paye pas de dividendes et qui est illiquide. Ok. Donc, je fais le contraire de ce que j'ai dit, mais je cantonne ça à 100 000 €, ce qui est une fraction de mon épargne financière. Et donc, j'ai investi dans un fonds de capital risque. J'ai investi en direct récemment dans une start-up de la défense. Et j'ai investi dans le passé dans des activités plus traditionnelles. Et donc, oui, c'est ça mon péché mignon, c'est de m'obliger mais je le fais parce que
c'est une petite fraction de mon épargne financière. L'essentiel de mon épargne financière, c'est-à-dire puisque j'ai une vie malheureusement ou heureusement, je sais pas, assez frugale. Mon principal hobby, c'est d'acheter un livre d'histoire tous les samedis matins, et je lis un livre d'histoire par semaine. C'est mon seul truc coûteux, donc c'est pas grand chose. Et puis j'ai réglé mes problèmes immobiliers depuis longtemps. Et bon, je dis, mon père était ouvrier, ma mère était institutrice, donc on vivait modestement, et donc j'ai jamais plongé dans des délires là-dessus, et donc c'est assez simple d'épargner, mais c'est la seule micro-folie, et franchement ça va pas très loin. Merci Stéphane Boujna. On te suit sur LinkedIn, par exemple. Je mettrai le lien également dans le descriptif de l'épisode. Et puis, impatient de voir cette dernière année. Et puis, j'imagine qu'il y aura plus de candidats qu'à ton arrivée, à ta sortie. Je te le souhaite. Je le confirme. En 2014, personne ne voulait du job. Maintenant, ils sont plusieurs parce qu'il y a toujours plus de gens volontaires pour administrer un truc qui marche que de gens disponibles et volontaires pour sauver un truc qui est en très grande difficulté. Mais ça, c'est la réalité humaine. Je suis très content d'avoir enregistré avec toi. Pour ceux qui nous écoutent toutes les semaines et qui savent que parfois on fait des épisodes beaucoup plus techniques sur un sujet comme l'Ethereum ou je sais pas, l'immobilier locatif en LMNP. Là, on est sur quelque chose de plus pas du tout statutaire. C'est pas l'idée de cet épisode. C'est plus de comprendre comment tout ça fonctionne et aussi de comprendre une entreprise avec un patron du CAC 40 et lui-même comment on va dire, l'émetteur du CAC 40, c'est assez drôle. L'administrateur, au moins on a compris pas mal de choses depuis l'intérieur, c'était passionnant. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Partagez cet épisode à 2-3 personnes autour de vous si vous êtes nouveau. Abonnez-vous à La Martingale, j'ai besoin de plus d'abonnés pour avoir de plus en plus d'intervenants comme Stéphane. Merci, à la semaine prochaine. Salut.